Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de revenir à Grenoble, où j'ai effectué effectivement une grande partie de mon parcours académique. Alors la présentation d'aujourd'hui, sans surprise, c'est sur la cyberguerre cognitive. Alors c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler pendant mon postdoc à Jérusalem, qui portait sur le transhumanisme militaire et sur les neurotechnologies. Et puis j'ai conservé un intérêt pour ces questions depuis. Alors, histoire de reposer le cadre, les progrès de la recherche scientifique ont permis d'établir que le mouvement, la parole, commençait toujours par une pensée. Et cette pensée, elle est traduite en un signal électrique par le cerveau. Et ce signal électrique va être redirigé vers un membre. Les membres responsables pour le mouvement, pour la parole, logiquement. Et dans les années 70, vous avez des équipes de neuroscientifiques, dont une qui était dirigée par le professeur Jacques Vidal, qui a commencé les recherches sur ce qu'on appelle les interfaces homme-machine ou les interfaces ordinateur-machine, BCI, BMI, et qui doivent fonctionner en 3 étapes. Ils se sont dit, voilà, quand une personne est paralysée, par exemple, ce signal, à un moment, il est coupé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous poser un logiciel, un moyen de détection sur la tête pour capter les signaux cérébraux. On va les rediriger vers un dispositif informatique et ce dispositif informatique va vous permettre d'activer à distance une prothèse, un bras mécanique, etc. Là, vous en avez une illustration. C'est une dame qui travaille avec le DARPA, donc le secteur recherche du département de la défense américain. Elle a l'implant sur la tête. Je vais revenir sur les différentes formes. Et donc, elle active une prothèse par la pensée, ce qui lui a permis de se nourrir, entre autres, mais il y a d'autres utilisations. Alors, je vous parlais des moyens de détection. En fait, vous en avez plusieurs types. On va du non-invasif à l'invasif en passant par le semi-invasif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour détecter ces ondes cérébrales, premièrement, vous avez le dispositif non-invasif. Ça, c'est un simple électroencéphalogramme, comme vous en trouvez chez le médecin, par exemple. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir la tête. Vous avez ensuite le dispositif semi-invasif. Là, c'est une électrode, un implant qui est sur le crâne, donc on a besoin de vous ouvrir, mais on n'a pas accès au cerveau directement. Et ensuite, vous avez les dispositifs invasifs. Là, c'est l'électrode, l'implant, qui est directement en contact avec le cerveau. Il paraît que ça a la consistance de la gelée, j'ai jamais vérifié. Mais voilà. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de se rapprocher du cerveau, puisque nécessairement, plus vous vous rapprochez du cerveau, et plus les risques de complications opératoires, post-opératoires sont élevés. Et bien en fait, plus vous vous rapprochez du cerveau, plus le signal est précis, et puis plus les résultats sont bons. Ces logiciels-là, ces interfaces, on peut les utiliser soit seuls, soit en coordination avec de la stimulation, donc stimulation électrique, cerveau-crânienne, ce qui permet là aussi d'améliorer les résultats. Alors forcément, au début, l'objectif était thérapeutique. Au début, on voulait permettre à ces personnes paralysées, ces personnes privées de parole, de bouger ou communiquer de nouveau. Et puis forcément, ça a aiguisé les appétits, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des utilisations dans l'industrie du divertissement qui étaient possibles. Aujourd'hui, on s'y intéresse principalement pour le jeu vidéo, ou militaire. Et vous avez 3 principales utilisations. Vous avez ce qu'on appelle la téléprésence, c'est-à-dire que vous allez activer un drone ou un robot à distance. Et ça, c'est intéressant parce que ça évite de mettre vos combattants sur le champ de bataille. Vous avez, on en reparlera, des dispositifs d'aide à la détection de la menace ou à la prise de la décision. Et vous avez ce qu'on appelle le silent talk, qui en fait permet de détecter les signaux liés à la parole et de communiquer avec vos camarades sans émettre un son, et donc éviter d'être détecté. Alors, forcément, il y a des intérêts, mais comme je le disais, il y a aussi un certain nombre de risques. Vous avez des risques au niveau de l'installation, hémorragie, brûlure, etc. Et puis, vous avez des stades au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes équipé de ce type d'interface, il y a un certain nombre de vulnérabilités. Ils sont vulnérables au piratage et à la manipulation. Et d'ores et déjà, vous avez des équipes qui ont mené des recherches sur les risques.
Vous avez des risques liés à la divulgation d'informations, c'est-à-dire que suivant les stimuli qu'on vous présente, on peut obtenir des informations. Vous avez une possibilité d'influencer votre comportement. Alors pour le moment, on n'en est pas encore au contrôle, mais vous avez des effets indésirables. Euphorie, logorie, pression de la parole, hyperactivité, délire grandiose. On verra si je suis saisi de délire grandiose d'ici la fin de la présentation. Et puis d'autres effets qui peuvent aussi être un petit peu gênants. Bien. Et puis il y a l'infliction de douleur. Alors dans un de mes articles que j'avais publié précédemment, j'avais anticipé finalement 3 utilisations possibles en disant le futur c'est demain. On est déjà capable de faire ça. Donc peut-être qu'à l'avenir, on pourra lire vos pensées, contrôler vos mouvements, ou la douleur c'est déjà possible, mais peut-être vous tuer à distance. Petite dimension prospective. Donc forcément, on peut avoir dans le futur une situation dans laquelle vous avez à la fois des militaires, mais aussi des civils qui vont être équipés de ce type d'interface. Alors peut-être pas en invasif, mais potentiellement du non-invasif, mais déjà il y a des risques. Et donc, quand vous êtes juriste, vous vous interrogez sur les situations dans lesquelles telle ou telle interaction va être licite, illicite, etc. J'ai retenu 2 corps du droit. Premièrement, le droit international humanitaire, et puis on reviendra sur le droit international des droits de l'homme qui ne cesse pas de s'appliquer en temps de conflit. Et puis avec un découpage assez classique finalement, en commençant avec les personnes protégées et en abordant ensuite les membres des forces armées adverses. Alors, en droit international humanitaire, c'est Karine qui a assuré le cours à l'époque où j'étais encore étudiant. Merci à elle. Vous avez un certain nombre de principes cardinaux. Vous avez notamment le principe de distinction et de précaution. Et en fait, on se rend compte que ces neurotechnologies, elles ont la capacité de favoriser la conformité avec ces principes-là. J'ai relevé cette citation d'une autre chercheuse, Ioana Puskas, qui dit qu'en 80 à 85% des accidents impliquant les forces armées sont causés par des erreurs humaines attribuées à des défaillances des performances cognitives. Ces défaillances sont le résultat de facteurs de stress biologique. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les neurotechnologies ont la possibilité de réduire les erreurs. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes soldat, que vous avez le doigt sur la gâchette et que vous pensez avoir vu un ennemi, vous prenez la décision de tirer, il faut entre 400 et 450 millisecondes pour le faire. Sauf qu'entre-temps, il ne vous faut que 200 millisecondes pour réaliser que vous avez fait une erreur. Sauf que l'ordre est déjà parti, vous tirez. Et donc, on a une ouverture. On a une ouverture entre 200 et 250 millisecondes pour bloquer le tir. Et donc, on s'est dit, en profitant de ce dispositif de filtrage, on peut capter cette erreur et on va pouvoir bloquer le tir. Et donc, forcément, si vous réalisez que vous êtes en train de tirer sur un civil, eh bien, ça permet d'éviter ce type de désagrément. Alors, ça peut favoriser la conformité. Il peut aussi y avoir des facteurs de risque parce que, comme je l'ai dit, ces dispositifs, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Viser l'interface piratée un militaire, ce n'est pas interdit en période de conflit. Par contre, viser exclusivement un civil ou provoquer des dégâts collatéraux excessifs, ça, c'est interdit. Et donc, potentiellement, si vous vous mettez à pirater des interfaces et que ça se répand, que vous implantez un malware qui va se répandre, eh bien, ça pose forcément la question de la conformité avec certains de ces principes-là. Donc, il y a aussi un certain nombre de risques. Alors, en droit international humanitaire, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire avec des personnes protégées. Bon, je vous ai mis les articles, mais notamment, vous ne pouvez pas porter atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle. Donc, forcément, pirater quelqu'un à distance dans ce but-là, ce n'est pas possible. Les règles relatives à l'espionnage pour la lecture de pensée sont en fait assez peu protectrices parce qu'en droit international humanitaire, vous avez un régime qui encadre ce qu'on peut faire avec un espion, mais qui ne préjuge pas de la légalité de l'activité en elle-même. Et puis, vous avez des endroits où vous ne pouvez pas envoyer ces personnes, notamment les zones de combat. Et puis, certains travaux auxquels ces personnes protégées ne peuvent pas être soumis. Donc forcément, si vous vous mettez à contrôler quelqu'un dans ce but-là, ça sera aussi interdit. Alors, après, vous avez les membres des forces armées adverses. Alors,
la principale interdiction dans ce domaine-là, c'est l'interdiction des mots superflus et des souffrances inutiles. Il y a un point de controverse à ce niveau-là, mais en fait, en droit des conflits armés, il n'y a a priori pas d'obligation de recourir au moyen le moins nocif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux opérations de maintien de l'ordre, si vous avez le choix entre tuer un soldat ou le blesser, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de le blesser. Ça, c'est l'une des grandes différences entre les armées et les polices. Alors, quels pourraient être les apports des neurotechnologies à cet égard-là? Alors, on l'a vu, les neurotechnologies ont un potentiel, notamment de détection. Elles pourraient être associées à des dispositifs d'armes automatiques. Qu'est-ce qui se passe si vous détectez un soldat et le logiciel est configuré pour tirer automatiquement? Qu'est-ce qu'il peut viser? Il peut viser un membre, il peut viser un pied, un bras, mais il peut aussi être configuré pour tirer automatiquement dans la tête et causer la mort. Là, a priori, il n'y a pas d'interdiction. Si vous choisissez de tuer plutôt que de blesser, vous ne commettez a priori pas de violation. Alors, en ce qui concerne le piratage, là, vous avez certaines règles qui peut-être vont en traiter, mais uniquement à la marge. Par exemple, vous avez une interdiction d'utiliser des munitions qui vont causer des débris indétectables aux rayons X. Est-ce que là, vous avez une munition? Ça se discute, mais peut-être que si vous piratez un implant, qu'il explose et que les débris sont indétectables, peut-être que vous pourriez avoir une illégalité, ça se discute. Autre chose qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la neuroimagerie en temps réel. On s'est rendu compte qu'il y a une onde cérébrale qui est l'onde P300 et qui est détectable lorsque le cerveau perçoit une menace ou un événement inhabituel. Et même si vous n'en êtes pas conscient, cette onde est produite. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que vous avez un militaire sur le champ de bataille, il regarde et il va percevoir, sans même s'en rendre compte, un danger. Il va émettre cette onde. Et ce qu'on s'est dit, c'est que, on pourrait capter, grâce aux neurotechnologies, cette onde, l'associer à un contrôleur externe, un opérateur externe, et en fait, l'opérateur externe va vous prévenir, vous, soldat, alors que vous n'en êtes pas conscient, que votre cerveau a détecté un danger, et donc vous prévenir de la menace. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est pour le droit international humanitaire. Après, vous avez le droit international des droits de l'homme. Donc ça, c'est là. Celui-ci continue de s'appliquer en temps des conflits armés. Il y a une coexistence entre les deux. Et puis, un autre problème quand même qu'il faut soulever dès le départ, c'est le problème de la juridiction. C'est-à-dire que les droits internationaux des droits de l'homme, pour s'appliquer, il faut que l'État ait juridiction. Et donc ça, c'est problématique parce que la juridiction, elle est présumée à l'intérieur des frontières de l'État, donc l'État est tenu par ses engagements en la matière sur son territoire, mais au-delà de ces frontières, c'est la question de l'extraterritorialité. Et pour qu'il y ait, donc il y a la question de cette application extraterritoriale du droit, pour qu'il y ait juridiction extraterritoriale, il y a deux modèles, un contrôle sur un territoire ou contrôle sur une personne. Quand vous tenez quelqu'un en joue, potentiellement, elle peut relever de votre juridiction. Le problème, c'est que pour matérialiser cette juridiction extraterritoriale, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais grosso modo, il faut un contrôle, et il faut un contrôle qui généralement est physique. Donc on s'était posé la question notamment à l'égard des surveillances par la NSA, et on était parvenu à la conclusion que le simple fait de pirater un ordinateur, voire quelqu'un, ce n'était pas suffisant pour matérialiser cette juridiction. On vous parlait de pénétration de l'infrastructure, d'écoute directe, etc. Et la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a parlé d'un contrôle physique, et dans Bankovich, elle a estimé que le simple fait qu'une personne ressente des effets négatifs du fait d'un État, là il y avait un bombardement de l'OTAN, n'était pas suffisant pour matérialiser cette juridiction. Quoi qu'il en soit, si cette juridiction existe, il y a un certain nombre d'obligations et un certain nombre de règles qui peuvent être violées. Alors, je reprends le découpage que j'avais fait en commençant par la lecture de pensée. Qu'est-ce qui se passe si vous lisez les pensées de quelqu'un? Si un jour, vous pouvez faire ça.
Alors, a priori, on pense à la vie privée. On va se dire, lire les pensées de quelqu'un, ça peut être contraire à la vie privée. Oui, mais le problème de la vie privée, c'est que ce n'est pas un droit qui est absolu. C'est un droit auquel vous pouvez déroger. Il y a un test qui a été mis en place par le Comité des droits de l'homme pour le Pacte international des droits civils et politiques et par la Cour européenne des droits de l'homme pour la CEDH. C'est en 3 phases. Est-ce qu'il existe une ingérence? Est-ce qu'elle est légale? Est-ce qu'elle est nécessaire dans une société démocratique, etc. Et en fait, vous avez a priori certains buts qui pourraient justifier que vous lisiez les pensées de quelqu'un. Sécurité nationale, sûreté publique, défense de l'ordre, protection de la santé, protection des droits et libertés d'autrui. Voilà, vous avez un terroriste, vous voulez savoir où il va frapper, vous lisez ses pensées, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ce comportement, il viole une autre règle qui, elle, est absolue. C'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, vous ne pouvez pas y porter atteinte. C'est un droit qui est indérogeable. Et cette liberté de conscience, elle inclut un droit de ne pas révéler ses opinions. Or, si vous lisez les pensées de quelqu'un, forcément, vous avez accès à ses opinions, ses croyances. Donc, a priori, la lecture de pensée pourrait constituer une violation, en serait constitutive en tout cas, vis-à-vis de la liberté de conscience. Alors après, contrôle de mouvement. Qu'est-ce qui se passe si vous piratez quelqu'un et que vous essayez de contrôler ses mouvements? Alors, premièrement, on pourrait penser à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. La torture est un peu plus compliquée à retenir parce qu'elle suppose une intention précise, notamment l'obtention d'aveux. Est-ce qu'il y a conformité ou pas? En fait, ça dépend de l'instrument qui est en jeu. C'est probablement pas un traitement dégradant en l'absence de douleur dans le cadre d'un instrument qui est le PIDCP. Ça l'est sans doute à l'égard de la CEDH. Vous avez notamment cette fameuse affaire grecque dans laquelle on a estimé que les peines ou traitements sont considérés dégradants s'ils humilient gravement la personne aux yeux d'autrui ou l'incitent à agir contre sa volonté ou sa conscience. Si vous prenez le contrôle de quelqu'un, a priori, vous l'amenez à agir contre sa volonté ou sa conscience. Donc, dans ce cadre-là, dans le cas de CEDH, on pourrait avoir une violation. D'autres règles sont un peu moins aisées à appliquer. Interdiction de l'esclavage, de la servitude. Le problème, c'est que si vous prenez contrôle de quelqu'un, même pour le faire travailler, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, a estimé que l'esclavage, c'était réduire quelqu'un à une propriété. Est-ce que c'est le cas en cas de contrôle? Pas forcément, ou une contrainte. Et puis, vous avez le droit à la liberté et la liberté de mouvement qui, là aussi, ne sont pas forcément aisées à appliquer. Celle-ci, parce qu'elle vise normalement un enfermement physique. Tous les exemples qui ont été donnés par les organes de droits de l'homme, ce sont des enfermements physiques, rétention, prison, etc. Et la liberté de mouvement, elle, n'a pas vocation extraterritoriale. Donc, elle pourrait avoir une pertinence, mais uniquement pour l'État vis-à-vis des personnes qui sont sur son territoire. Donc là, pour l'extraterritorialité, c'est un peu mort. Alors ensuite, infliction de douleur, de blessure ou de la mort. Alors, tuer quelqu'un, paradoxalement, ce n'est pas forcément une violation du droit à la vie. Pourquoi? Ah, bah non. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire en sortant de la présentation. Parce qu'il y a un encadrement. Dans certaines situations, il est possible de recourir à la force létale. Alors c'est encadré. Vous avez un certain nombre de buts qui sont mentionnés, notamment par la CEDH. Et puis, on a même prévu le cas des décès résultant d'actes licites de guerre. Ce n'est pas forcément une violation, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi. Par exemple, dans le cadre des opérations de police, la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme ont estimé que pour recourir à la force létale contre quelqu'un, il fallait qu'il y ait une menace, il fallait que cette personne soit une menace pour la vie ou pour l'intégrité physique. Donc certes, vous pouvez tuer quelqu'un, on pourrait envisager que vous puissiez le pirater à distance, mais si elle représente une telle menace. Donc là, je ne sais pas s'il y a un terroriste et que il représente une menace potentiellement, pourquoi pas le neutraliser de cette manière. Pour les blessures, les douleurs, alors je vous avais parlé de la torture. La torture, c'est compliqué parce que
la douleur va être infligée, mais dans un but. Et le but que vous recherchez dans ce cas-là, ce n'est pas forcément d'obtenir des aveux quand vous piratez quelqu'un. Par contre, suivant le niveau de douleur qui va être infligé, on peut envisager qu'il y ait une contradiction avec l'interdiction d'infliger un traitement inhumain ou un traitement dégradant. Donc là, vous pourriez avoir une contribution de ces règles-là à cet égard. Alors l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous équipez de neurotechnologie dans la mesure où ça permet d'éviter à vos soldats d'être sur le champ de bataille, ça pourrait devenir une obligation. Est-ce que vos soldats pourraient demander à être équipés de tels dispositifs pour éviter d'avoir à combattre sur le champ de bataille? Alors, forcément, la question n'a pas encore été tranchée. Ça le sera peut-être un jour, on verra. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comité des ministres du Conseil de l'Europe estime que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques d'atteinte à la vie de leurs militaires. Donc vous n'envoyez pas vos soldats se faire tuer n'importe comment. Donc potentiellement, on pourrait imaginer que si ces technologies se développent, qu'elles deviennent accessibles, on pourrait imaginer que les États doivent faire des efforts pour les acquérir. Et puis, le comité des droits de l'homme, dans une de ses observations générales, pareil, avait estimé que les États avaient une obligation de protéger leurs citoyens contre des menaces. Leurs citoyens, ça pourrait aussi être leurs militaires. Voilà. Bien, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu.